Bonjour et bienvenue dans Zone Grise, l'émission d'actualité internationale de l'EDJ. Aujourd'hui, je suis entouré d'une équipe restreinte mais plus qualitative que jamais. Salomé, comment ça va? Ça va bien et toi? Super. Elisa, bonjour. Ça va, bonjour. Bon, avant de se lancer dans les chroniques de chacune, on va faire un petit tour de l'actualité comme d'habitude. Donc d'abord, Emmanuel Macron est parti ce lundi 20 avril rencontrer le Premier ministre polonais Donald Tusk. Préférences européennes et dissuasion nucléaire sont au centre des discussions entre les deux pays. Les entreprises françaises Thales et Airbus vont par ailleurs s'allier avec l'entreprise polonaise Radmor pour développer un satellite de communication militaire pour le gouvernement polonais. Le contexte international tendu crée une menace nucléaire pour les États. Cette année, les dépenses militaires de la Pologne représentent presque 5% du PIB du pays, loin devant ses homologues européens. Elisa, qu'est-ce que tu penses de ce réarmement ? Je pense que cette future alliance franco-polonaise peut être une bonne chose justement pour l'Europe, puisque il est nécessaire que l'Europe s'allie face à tous ces événements. Toutefois, je mets quand même un petit point d'interrogation sur la Pologne, puisque on le sait, la Pologne souvent, quasi exclusivement achète ses armes aux États-Unis, surtout depuis le plan Marshall, etc. Donc finalement, ne serait-ce pas plutôt un coup de com' ou non? Ça de voir quand même. À noter notamment que donc Donald Tusk, Premier ministre polonais, a voulu rencontrer Emmanuel Macron dans une autre ville que la capitale pour pas que Macron rencontre son homologue, le président polonais, justement pour parler de cette situation-là. Je sais pas ce que vous pensez de ça, mais c'est assez drôle, je trouve, que le Premier ministre et le président s'entendent pas au point où il y a une visite internationale, on l'amène pas voir le président. C'est vrai que c'est très étonnant et on peut se demander pourquoi. Comment est-ce que quelque chose puisse exister et quelle est la relation entre le Premier ministre et le président et surtout quel poids a le pouvoir du Premier ministre pour que ce soit lui que Emmanuel Macron aille voir. Bah oui, c'est effectivement ça, c'est assez intéressant, surtout dans le contexte donc, du réarmement et de la tension internationale, que si un pays s'entend pas en fait entre les dirigeants, ça peut poser beaucoup de problèmes, j'ai l'impression. C'est surtout que, comme tu l'as souligné, c'est presque 5% du PIB. Donc c'est énorme le budget que la Pologne met justement dans la défense. Et donc voir qu'un Premier ministre souhaite s'entretenir avec le président de la République française pour le sujet justement d'un accord franco-polonais est une bonne chose finalement. Donc il y a vraiment une volonté européenne de la part du Premier ministre qui souhaite justement s'éloigner des États-Unis. Mais justement, on reste en Europe. Aujourd'hui, la Bulgarie rêve de stabilité politique. Après 8 scrutins en 5 ans, l'ex-président pro-russe Roumen Radev remporte les législatives. Sur les 240 sièges au Parlement bulgare, le parti de Radev en remporte près de 130. Il s'agit de la première majorité absolue depuis 1997 dans le pays. Il souhaite notamment rétablir les liens avec la Russie et appuie la décision de la Hongrie de ne pas envoyer d'armes en Ukraine. Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, s'est réjouie de travailler avec Radev qui va jouer un rôle important dans l'Union européenne. Qu'est-ce que, Elisa, pareil, tu penses de cette élection législative ? Eh bien, la Bulgarie, passe sous, encore une fois, un pro-russe, finalement. La Hongrie, qui, elle, a dit au revoir, je crois, justement, aux pro-russes, qui avait bloqué beaucoup trop de fois plusieurs votes dans la Commission européenne. Après, Ursula von der Leyen, évidemment, se réjouit de travailler avec, puisque, elle va peut-être voir certaines initiatives européennes être enfin mises en œuvre. Et c'est une bonne chose aussi pour la Bulgarie. Depuis 1997, voir qu'il y a un accord comme ça qui se fait... Ouais, justement, von der Leyen s'est réjouie de tout ça parce que la Bulgarie retrouve enfin un statut stable. Dans le sens où donc la supermajorité va permettre de prendre des décisions et c'est un nouvel État plutôt puissant dans l'Union européenne. C'est une bonne chose, surtout qu'en ce moment l'Union européenne elle est un petit peu mise à rude épreuve avec ce qui se passe notamment avec Donald Trump et le fait qu'il veuille faire un conseil de la paix. Il y a une forte montée de tout ce qui est Union européenne et des pays de l'Union européenne pour contrer cette tendance-là. Donc voir que certains pays sortent d'un néant démocratique ou politique pendant plusieurs années, ça peut être positif, je pense. Ouais, ça fait office de contre-pouvoir à l'international, effectivement. Tout à fait.
Alors que l'Iran examine positivement la possibilité de participer à des pourparlers de paix avec les États-Unis, Donald Trump a déclaré que la délégation américaine est attendue ce soir à Islamabad. Le Pakistan, qui agit comme un médiateur au conflit, souhaite lever le blocus américain sur Hormuz pour que l'Iran accepte de participer aux pourparlers. Le Premier ministre américain J.D. Vance s'apprête lui aussi à quitter Washington dès demain. Est-ce que les négociations entre les deux États semblent avancer ? Qu'est-ce que vous pensez ? C'est compliqué parce qu'on a deux États qui sont très campés sur leur position. On a pu voir au début de la semaine que Donald Trump avait essayé de faire un petit peu un coup de poker en expliquant qu'il allait bombarder tout le pays si le détroit d'Ormuz n'allait pas réouvrir. On a vite compris que c'était pas réalisable, que l'Iran avait trop de pouvoir et de milices partout dans le pays et que c'était des menaces plus que de réelles attaques qui allaient se produire. Donc que ce débat avec Hormuz, est-ce qu'on va réussir à avoir une avancée rapidement, en tout cas qu'il y ait des choses qui bougent pour qu'il y ait des discussions, ça, c'est que positif, mais il ne faut pas oublier que il y a des grands enjeux derrière et que l'Iran a clairement affirmé que sans arrêt de la guerre, il ne réouvrirait pas ce détroit. Donc, à voir ce qui va se dire. Bah, effectivement, à chaque fois qu'on parle de nouveau pourparlers ou quoi que ce soit, au dernier moment, il y a une annonce comme quoi c'est annulé ou comme quoi, voilà, donc c'est repoussé ou quoi que ce soit. Est-ce qu'on peut encore faire confiance à ça ? Est-ce que ça avance réellement, Elisa ? Moi, honnêtement, je pense pas que ça va avancer puisque c'est pas la première fois, encore une fois, qu'il y a justement des pourparlers. Et on voit l'Iran qui propose des choses qui étaient proposées il y a 30 ans, sauf que les États-Unis, il y a 30 ans, n'étaient pas d'accord, et ils ne sont toujours pas d'accord pour ces choses-là. Donc finalement, lorsque les pourparlers sont levés, qu'il y a de nouveaux moments, on va dire, belliqueux, c'est parce qu'il y a toujours des désaccords. Et donc finalement, je pense que qu'il n'y aura pas grand-chose, pas vraiment d'actes. C'est plus des actes symboliques, une volonté des deux pays d'avancer, mais d'avancer dans leurs propres intérêts, chacun. C'est ça le problème, ouais. Donc finalement, c'est bien que le Pakistan souhaite tout de même être au milieu. Hein. Bien sûr, mais de toute façon on verra, j'imagine dans les prochains épisodes de Zone Grise si la situation évolue ou non. Ouais. On risque d'en reparler encore longtemps. Un tremblement de terre s'est produit aujourd'hui au large du Japon. Ce séisme de magnitude 7,7 sur l'échelle de Richter a notamment fait trembler de grands immeubles jusqu'à Tokyo. Le gouvernement japonais a alors annoncé un risque de méga-séisme dans le nord du pays de magnitude supérieure ou égale à 8, ainsi qu'un tsunami avec des vagues pouvant atteindre jusqu'à 3 mètres de haut. L'angoisse d'un séisme majeur au Japon rappelle le traumatisme de 2011 lorsque le séisme de magnitude 9 avait tué plus de 18 000 personnes, donc c'est un enjeu climatique majeur, surtout au Japon. On sait que les séismes c'est assez commun, mais d'aussi grande envergure... Après, d'aussi grande envergure, le Japon est un pays justement susceptible, c'est le pays susceptible à tous les séismes, et peu importe l'envergure, et justement depuis le traumatisme de 2011, ils ont pris quand même en compte tout ça, tous ces phénomènes, et donc ils ont mis en place des immeubles, etc., pour justement faire face à ça. Donc finalement, on voit que le Japon est un pays c'est pas la première fois qui le subissent, depuis 2011. Tous les séismes qu'ils ont subis, eh bien, ils ont su y faire face, tandis que le Maroc, il y a 3 ans, par contre, a fait d'innombrables morts, alors que ils n'étaient pas préparés, finalement. Il me semble que le séisme était moins fort en plus. Et oui, c'est ça. Donc les infrastructures japonaises sont effectivement mises à niveau au fur et à mesure, parce qu'ils sont sujets à ça. Mais à voir si un séisme d'envergure 7, enfin de magnitude 8, ça reste quand même énorme, donc à voir s'ils pourront s'en sortir. Je pense qu'il n'y aura pas grand dégâts, honnêtement, ils sont prêts. On espère en tout cas. On espère, effectivement. On fait les Miss France. Bon, passons aux chroniques. Salomé, on va commencer par toi. Ton sujet, il est sous-médiatisé, mais pourtant, il est très important d'être conscient de ce qui se passe là-bas. On va direction le Soudan. On t'écoute. Tout à fait. Donc aujourd'hui, on va parler d'une guerre dont presque personne ne parle. Le Soudan est plongé dans un conflit depuis avril 2023. Une guerre extrêmement violente, largement sous-médiatisée, au point que l'ONU parle désormais de guerre abandonnée. Alors pourquoi ce terme et surtout, qu'est-ce qui se passe vraiment là-bas ? Pour comprendre, il faut remonter à 2019. Cette année-là, après 30 ans de dictature, le président Omar el-Bashir est renversé par une révolution populaire.
Un immense espoir démocratique naît alors dans le pays, mais très vite, l'armée reprend le contrôle. En 2021, 2 hommes organisent un coup d'État, Abdel Fattah al-Burhan et Mohamed Adam Dagalo, 2 alliés qui vont par la suite devenir ennemis. En avril 2023, donc il y a maintenant 3 ans, leurs forces s'affrontent et plongent le pays dans la guerre. D'un côté, on a l'armée soudanaise et de l'autre, les forces de soutien rapide. Mais rapidement, ce conflit dépasse une simple lutte de pouvoir. Les civils deviennent des cibles et c'est ça qui est terrible avec la guerre au Soudan, c'est qu'il y a énormément de bombardements sur les marchés, les hôpitaux, même les écoles. Les violences sexuelles, elles sont utilisées comme armes de guerre. Et au Darfour, dans la région du Darfour, on parle même de nettoyage ethnique. Aujourd'hui, le pays rentre dans la 4e année de guerre. Il est fragmenté, ravagé. Et les conséquences sont massives, des dizaines de milliers de morts, des millions de déplacés et surtout une explosion de la pauvreté. Encore une fois, selon l'ONU, environ 38% de la population vivait dans la pauvreté avant le conflit. Aujourd'hui, c'est près de 70%. On assiste donc à une bascule qui est dramatique et pourtant cette guerre reste largement invisible, peu d'images, peu de reportages, peu de récits. Mais comment ça s'explique cette invisibilisation ? Le choix de traiter ou non ce conflit pose une question plus profonde. Certains analystes parlent d'une hiérarchisation de l'information où les crises africaines et plus largement celles touchant les populations noires suscitent moins d'attention et d'émotion. Dans de nombreux médias occidentaux, le conflit est souvent réduit à des chiffres ou à des alertes humanitaires sans récit suivi ni incarnation. L'ONG humanitaire CARE a présenté les 10 pires crises humanitaires les moins médiatisées de 2025 et parmi les pays oubliés, une écrasante majorité sont sur le continent africain. On peut citer notamment en Centrafrique, le pays est déchiré par une guerre civile et a été mentionné dans la presse 64 fois moins que le mariage de Jeff Bezos. L'Angola a connu sa pire sécheresse depuis des décennies et traverse une épidémie de choléra. Ou encore, en 10 ans, le Burundi a figuré 9 fois sur la liste des crises ignorées par les médias. Cette hiérarchie de traitement dans l'information, elle est problématique puisqu'elle ne permet pas de conscientiser sur ce qui se passe réellement dans le monde. Dans le cas du Soudan, les populations soudanaises apparaissent souvent comme des victimes abstraites, lointaines. Or, sans incarnation, il est difficile de créer de l'empathie et sans empathie, il n'y a pas de mobilisation. Le résultat, il est simple, la communauté internationale, elle réagit peu. Et ça se voit concrètement dans les bilans. En 2025, seulement 35% du plan humanitaire a été financé. Et pour 2026, les besoins ne sont couverts qu'à 16%. Sur le terrain, les ONG manquent de tout. Une responsable de l'ONU résume, je cite, « Nous sommes présents, mais nous ramassons les morceaux. Nous ne sommes pas la solution. Ce n'est pas une crise oubliée, c'est une crise abandonnée. » Car au-delà du manque d'attention, il y a aussi un manque de volonté politique. Le conflit est alimenté par des puissances étrangères. L'Égypte et l'Arabie saoudite soutiennent l'armée saoudienne et les Émirats arabes unis appuient les forces de soutien rapide pendant que la Russie entretient des liens avec les deux camps, notamment pour les réserves naturelles. Résultat, la guerre s'enlise sans véritable pression internationale pour y mettre fin. Merci beaucoup Salomé, c'était vachement complet et on a appris beaucoup de choses sur la sous-médiatisation du pays, surtout l'ONU qui qualifie cette guerre comme la plus grande crise humanitaire du monde. Tout à fait. Donc, même donc devant les autres guerres dont on a parlé tout à l'heure, oui. Et dont les médias parlent le plus. Donc c'est assez impressionnant de savoir à quel point c'est sous-médiatisé et donc pourquoi ça l'est. Merci beaucoup. Elisa, qu'est-ce que tu penses de cette chronique ? Ah ben, je l'ai trouvée fabuleuse pour le coup, très bien construite, mais à part ça, c'est vrai que c'est abject de voir qu'une telle guerre finalement est sous-médiatisée, même si on peut savoir que les médias cherchent quand même à se faire des sous, à vendre et donc ne pas donner trop de mauvaises nouvelles. Eh bien on voit quand même qu'il y a une certaine hiérarchisation de la guerre finalement, de la volonté, qu'est-ce qui est plus important, moins important. Je crois qu'on va encore, par exemple, sur le journal Le Monde, dans la rubrique, on voit guerre en Iran, guerre en Ukraine. Mais la guerre en Ukraine, ça fait déjà très longtemps qu'elle y est. Elle est certes médiatisée, mais pourquoi est-ce qu'on ne médiatiserait pas également une guerre comme celle-ci ?
Oui, c'est ça. Il y a un choix dans l'information qui est expliquée et c'est ça qui est dramatique, puisque on voit clairement les conséquences au niveau de la mobilisation internationale. Ouais, effectivement. C'est les aides qui n'ont pas été remplies, tout ça. Il y a un manque d'intérêt complet sur cette guerre. Et je pense que c'est le cas pour tout le monde. Moi, j'avoue que si je ne m'étais pas vraiment intéressé au sujet de la guerre au Soudan, je ne pense pas que j'en aurais entendu parler si je n'avais pas fait les recherches. C'est ça. Après, c'est aussi expliqué par certains par le manque de journalistes sur place. Et du coup, c'est plus difficile de transmettre l'information, des photos, des reportages, des choses qui peuvent susciter l'intérêt de la communauté internationale. Mais c'est pas pour autant qu'il faut pas en parler non plus. Parce que, comme l'a dit Jao, c'est la pire crise humanitaire du monde actuellement. Alors, comment ça se fait qu'il n'y ait pas de journalistes, justement? Est-ce que quelqu'un a la réponse, peut-être? Parce qu'il n'y a pas les moyens. Il n'y a pas les moyens, comme elle a dit, sur les pays. Les moyens ne sont pas mis pour les nouvelles dans les pays africains. Puis déjà, sur place, la pauvreté, elle est de 70%. Les gens, ils sont déplacés. Il y a vraiment un gros manque au niveau des ONG pour répondre aux besoins vitaux essentiels, vraiment le minimum de ce qu'un être humain a besoin. À partir du moment où la population est servie et utilisée comme arme de guerre, ça c'est affreux. C'est que il n'y a pas un intérêt d'aider ces gens-là par le gouvernement. Donc envoyer des journalistes, envoyer des... Et ni par la communauté internationale non plus, puisque personne va rien dire au final. Voilà, merci beaucoup pour nous avoir appris ça. Il fallait en parler, donc c'était très intéressant. Maintenant, on va changer radicalement de sujet et on va partir sur un fun fact un peu plus léger, j'espère. Elisa, tu vas nous parler de Kaliningrad. Et oui, donc aujourd'hui pour la rubrique quand même terre inconnue et fun fact, bon pas si fun, mais puisqu'il fallait il fallait les faire. Eh bien, nous verrons qu'il existe un territoire stratégique au cœur de l'Europe, Kaliningrad, l'exclave russe nichée entre la Pologne et la Lituanie. Et alors, comment ce bastion de la Fédération de Russie s'est retrouvé isolé au milieu de l'Union européenne? Eh bien, l'oblast de Kaliningrad s'étend sur 15 000 km² en bordure de la mer Baltique. Après près d'1 million d'habitants, dont 500 000 dans la capitale, il est un territoire russe sans continuité terrestre avec le reste du pays. C'est-à-dire qu'il est séparé par plusieurs pays et il se retrouve donc entre la Pologne et la Lituanie, ce qui fait de lui une exclave. Et ces ports militaires majeurs, bases de missiles, zone économique spéciale, Kaliningrad cristallise les tensions entre Moscou et l'OTAN depuis des décennies. Mais avant, remontons aux origines. Au XIIIe siècle, donc les chevaliers teutoniques fondent Königsberg en 1255, capitale de la Prusse orientale. Cette région germanophone connaît son apogée sous l'Empire allemand, berceau du militarisme prussien et terre natale d'Emmanuel Kant. Après la Première Guerre mondiale, elle reste allemande, mais séparée du Reich par le corridor polonais. Puis survient 1945, aux conférences de Yalta et de Potsdam, qui redéfinissent un nouvel ordre mondial. Les Alliés scellent le sort de la Prusse orientale, Staline obtient le nord et son littoral, tandis que la Pologne reçoit le sud en compensation de ses pertes territoriales à l'est. Alors pourquoi cette décision? Tout d'abord pour sanctionner l'Allemagne nazie et son héritage prussien jugé belliqueux, pour récompenser l'URSS qui a payé le plus lourd tribut de la guerre et surtout pour offrir à Moscou un port stratégique en Baltique, libre de glace toute l'année. Dès lors, une question se pose, comment cette terre allemande intègre-t-elle l'espace soviétique? La transition s'opère dans la violence. De 1945 à 1948, 2 millions d'Allemands sont expulsés ou fuient dans des conditions dramatiques. L'Union soviétique le repeuple massivement avec des Russes, Biélorusses et Ukrainiens, dont Königsberg devient Kaliningrad en 1946 du nom d'un dirigeant soviétique. Et l'héritage prussien s'efface au profit d'une russification complète, kolkhoz, statut léniniste, effacement culturel. Tant que l'URSS perdure, Kaliningrad reste connecté via les républiques baltes soviétiques, mais l'effondrement de 1991 change la donne. L'indépendance de la Lituanie, de la Lettonie et de l'Estonie transforme l'oblast en exclave pure, sans lien terrestre avec la Russie et encerclée par l'OTAN après l'adhésion de ses voisins en 2004.
Donc pourquoi Moscou s'accroche-t-il à ce territoire ? La réponse réside dans sa valeur stratégique. Kaliningrad abrite la flotte russe de la Baltique à Baltisk, des missiles à capacité nucléaire ainsi que 15 000 soldats. En bref, un avant-poste militaire à 300 km de Berlin. Économiquement, le port non gelé, l'exploitation de l'ambre, 90% de la production mondiale et le tourisme de langue de Kourounosi assure un niveau de vie supérieur à la moyenne russe. L'enjeu géopolitique s'est cristallisé après en 2022. Au pic de la crise ukrainienne, la Lituanie applique le 4e paquet de sanctions européennes, blocage de transit ferroviaire pour 40% des marchandises vers Kaliningrad, acier, charbon, métaux. Moscou dénonce un blocus illégal et brandit la menace d'une riposte militaire. La Commission européenne désamorce en autorisant le transit des biens de consommation courante. La crise s'apaise en 3 semaines. Et en ce début 2026, Kaliningrad demeure une forteresse sous haute tension. Les sanctions persistent, obligeant Moscou à ravitailler par ferry depuis Saint-Pétersbourg. Et la population, jeune et relativement prospère, cultive un entre-deux culturel, loyauté russe mêlée à un héritage prussien restauré, comme la cathédrale de Königsberg. In fine, Kaliningrad incarne l'héritage indélébile de 1945, un compromis de vainqueur devenu poudrière en 2026. Bastion vital pour la Russie, épine dans le flanc de l'OTAN, ce territoire rappelle que les frontières d'après-guerre modèlent encore nos équilibres stratégiques. Merci beaucoup Elisa, c'était vraiment intéressant parce que j'avoue que Kaliningrad c'est un territoire que je vois sur les cartes européennes depuis très longtemps et je ne m'étais jamais posé la question en fait de comment ça s'était fait. Mais tu savais que c'était russe ? Oui, je savais que c'était russe, mais je savais pas. Je me demandais. Je connaissais pas. Ah, Pas t'as du tout. inconnu. Donc tu m'as appris quelque chose aujourd'hui. Yes. Ouais, j'avoue, je me demandais pourquoi il y avait un territoire russe aussi proche de l'Allemagne ou aussi, enfin, dans l'Union européenne en fait, au sein même de l'Union C'est européenne. vraiment l'après-guerre, 45, tout s'est décidé et avoir un port qui n'est pas gelé tout le long de l'année, mais c'est un enjeu autre que majeur. Et oui, pour un pays comme la Russie, on peut imaginer. C'est ça, surtout que là-bas, il y a énormément justement de ce qui est du ressort de la défense. Donc finalement, assez bien placé en Europe. Ouais, effectivement, comme final, la ouais. Russie, elle est au centre des intérêts internationaux, des tensions internationales tous les ans en fait. Oui. C'est assez important pour eux d'avoir des bases militaires ailleurs que le territoire de la Russie. Alors là, le fait que ce soit en plein milieu de l'Union européenne, ils peuvent poser des contraintes énormes sur l'UE. Des menaces finalement qui peuvent Pression. qui peuvent être effectives finalement. Donc. Parfait, merci beaucoup pour vos chroniques toutes les deux. Merci à toi, Jao. Merci à toutes et tous de nous avoir écoutés. On se retrouve au plus vite pour une nouvelle émission. Au revoir. À bientôt. Au revoir.